Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, épisode qui nous rend heureux car Week 1 de college football, messieurs et mesdames. Eh bien, beaucoup de choses à dire sur cette Week 1. Pour le coup, ce soir, pour cette première, semaine 2 entre guillemets, mais première semaine officiellement sur le papier, on est 4. Et on retrouve des voix que vous n'avez pas entendues depuis un long moment, je suppose, sur justement des épisodes review comme ça, recap. Tout de suite, j'ai notre Gator préféré, vous le connaissez, le Gator de la banlieue parisienne. Guigui, comment vas-tu? Ça va très bien, Elio. Comment ça va à vous, déjà? Et bonne soirée, bonsoir à tous nos auditeurs. Guillaume, le seul type à avoir floqué un maillot Graham Mertz sur le maillot du PSG. Hein. Graham Mertz 9-2, Ça je arrive, précise, au cas où. ça arrive. Non, 15, attention. 15, oui, 15. Ça va bien. Robin qui nous parle depuis la belle province au Québec. Rob, t'inquiète pas, les gens ne retrouveront pas ton adresse si tu dis de mauvaises choses sur leurs équipes, mais tu es là en tout cas ce soir. Ouais, ben, quel plaisir d'être le représentant, digne représentant de la Pac-12, la meilleure conférence cette semaine. Évidemment, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que tu portes cette casquette. On a un représentant sec, un représentant Big Ten avec moi, un représentant Pac-12 avec Robin, et on a un représentant indépendant, donc qui va un petit peu inclure tout le monde. C'est évidemment notre cher fan de Notre-Dame, Augustin. Augustin qui est à 2-0 cette fois-ci. Ouais, il fallait bien un petit peu d'objectivité là pour vous corriger tous les trois. Salut les gars, salut à tous. Avec le réalignement, ils sont pas passés encore dans la ACC, Notre-Dame? Si Dieu le veut, non. Si Dieu le veut. Ouais, en plus, fan de Notre-Dame qui utilise le terme Dieu, ouais, ça, ouais. T'as bien compris la chose. Alors, on démarre tout de suite avec les résumés des gros matchs de ce week-end, mais surtout, on va un petit peu se focus sur une conférence qui, en fait, mine de rien, sans se jeter des fleurs, on l'a beaucoup annoncé. On a bien dit que cette conférence, malgré ce qui va s'en suivre hein, et son futur, allait être assez impactante cette année. Et la Pac-12 l'a prouvé. 13 victoires pour les équipes de Pac-12, 0 défaite. La première fois depuis 1932. On est en 2023, les gars, 1932. 81 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Non, j'ai 91 ans. 91. Ouais, Ouais, 91. 91 ans. La première fois depuis 1932 que toutes les équipes de Pac-12 gagnent tous leurs matchs en Week 1. Donc 91 ans que ce n'est pas arrivé. Et évidemment, je pense que vous avez tous vu ou entendu parler de cette confrontation. Colorado, les Buffaloes de Monsieur Deion Sanders, entrés en scène après une off-season totalement folle en fait, farfelue, même quasiment, je dirais, du jamais vu. Pour se déplacer du côté de TCU et de Forest dans le Texas. TCU, ancien finaliste du National Championship, évidemment. C'était une confrontation assez improbable. Et puis, ça s'est terminé sur finalement un score assez improbable avec cette victoire de Colorado, 45-42. Messieurs, belle première pour coach Deion Sanders. Coach Prime, j'ai envie de dire. Indiscutablement. Ouais. Euh, c'est une bonne première parce que en fait, il faut regarder là où était le programme il y a encore quelques mois et a fortiori il y a quelques années. En 2022, tu termines ta saison à 1 victoire et 11 défaites. Ton programme est aux abois. Euh, tu as un désintérêt des fans des Buffaloes. Et là, tu as Deion Sanders qui arrive avec sa méthode. Tu as le retour voilà, de cet enthousiasme. Tu as de l'espoir qui revient dans le Colorado. Et malgré les 50 arrivées sur le portail des transferts et ainsi tous les doutes qui s'y accompagnent dans la construction du roster, et ben, on a retrouvé une équipe de Colorado hyper bien préparée. Moi, c'est peut-être la première chose qui m'a marqué sur cette rencontre, c'est à quel point en fait Colorado était préparé et pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Excuse Guigui et je te donne la parole de suite. On a quand même un match assez impressionnant de la part hein, déjà de Shader Sanders, oui, le fils de Coach Prime évidemment, qui était au poste de quarterback pour Colorado. Il a lancé 4 touchdowns, 510 yards pour sa première. Bon, il a tenté 47 passes,
c'est quand même assez énorme. On a eu aussi un gros match du true freshman, le 4 étoiles running back Dylan Edwards, qui en plus d'être running back, a montré toute sa versatilité. Un touchdown à la course, mais surtout 135 yards de réceptionné à la passe et 3 touchdowns. Et puis, vous le connaissez tous, Travis Hunter, qui était l'ancien joueur numéro 1 lycéen du pays, qui avait rejoint Deion Sanders à la surprise générale à Jackson State l'année dernière en HBCU. Donc vraiment un petit niveau de college football. Il avait rejoint Sanders exprès. Il a suivi à Colorado en transférant pendant la off-season. Eh bien, il a fait double plateau, ce qui est extrêmement rare à ce niveau-là du football, tout simplement. Travis Hunter, qui a été réceptionneur, qui était receveur avec 120 yards à la réception, mais qui a été aussi cornerback. Donc voilà, il a joué des deux côtés, il a même eu une passe défendue. Guigui, tu allais te lancer sur ce match. Il a eu une interception aussi. Il a une interception. Oui, exactement. Là, je suis en ouf. Une passe défendue, une interception. Donc, voilà, il a tout fait. Guigui, qu'est-ce que tu penses de ce match? Alors moi, je vais être un peu moins élogieux dans l'euphorie que la majeure partie des gens qui suivent le college football, dans le sens où, alors déjà, bon, forcément, Juice, il a dit aussi ça pour mettre un peu le décor, planter un peu le décor de la saison dernière en 1-11, machin. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 80 nouveaux joueurs qui ont intégré le roster. 82, Alors, ouais. Ouais, voilà, 82. Donc, alors, attention, hein, c'est pas, on n'est pas sur Madden, on n'est pas sur FIFA. C'est pas juste tu mets des noms et du coup, forcément, ça joue bien ensemble. Donc, il y a forcément eu un gros travail de Prime sur ce point-là. Après, je sais qu'il en a récupéré pas mal de Jackson State, donc il y en avait certains qui se connaissaient déjà un minimum. Mais ça là-dessus, c'est vraiment coup de chapeau à Prime parce qu'avoir une équipe aussi prête à jouer avec autant de turnover, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Maintenant, je suis désolé, je vais faire mon relou comme je l'ai fait l'année dernière sur TCU, parce que déjà l'année dernière sur TCU, j'étais vraiment pas emballé ou emporté. Je comprenais un peu tout l'engouement qu'il y avait autour, mais en termes de niveau de jeu, je trouvais ça en dessous de là où on les a montés. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, je crois ils retournent seulement que 3 starters de leur super saison de l'année dernière. C'était à prévoir, ouais. Donc en fait, moi, le côté offense, l'offense, elle a très bien tourné, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu te prends 42 points par cette équipe-là. Et puis, c'est la manière de se prendre ces 42 points. Oui, non, mais c'est pas 42 points avec du turnover ou du pick six ou du fumble six, du point sur kick-off. Il y a beaucoup de très gros drives, de très longs drives même. Et je vais me faire mon oiseau de mauvaise augure, hein. Mais quand ça va, alors déjà, mon mea culpa, moi je les voyais même pas bowl eligible. Ils le seront peut-être. Mais on va prendre les tops équipes de la conférence, donc les Oregon, les Washington, les USC. Je pense pas que tu mettras 40 points. Par contre, je pense que si tu en prends 42 contre TCU, ça risque d'être une très longue après-midi ou une très longue soirée pour toi, en fait. Oui, mais c'était pas les attentes, Guillaume. Personne Non, en début de saison attendait à ce que Colorado regarde droit dans les yeux, et c'est toujours pas le cas, USC, Oregon ou Washington. On leur promettait de terminer en 3 victoires et 9 défaites. Là, au final, force est de constater qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'on le pensait, en fait. Ils ont monté leur plafond et leur plancher, inévitablement. C'est exactement ce que j'ai commencé à dire, juste les gars. C'est exactement ce que j'ai commencé à dire, qu'ils m'ont, entre guillemets, surpris, dans le sens où je ne m'y attendais pas à les voir aussi prêts et aussi performants day one. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand tu vois et encore une fois, je dis ça parce que on traîne tous sur Twitter, on lit ce qui se lit dans les médias et ce qui se raconte dans les médias. Il y a un overreact complet autour de Colorado parce que c'est Prime, et je suis désolé, on peut me dire ce qu'on voudra, c'est juste parce que c'est Prime. Mais il y a un moment où quand ça va redescendre, et il y a des gens, et j'en suis le premier, je sais très bien de quoi je parle, parce que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. On en parlait un peu en off avec Florida et avec Anthony Richardson après la week 1 contre Utah, où c'était le truc nouveau, le truc, tout le monde en parlait, le mec excitant et tout. Derrière la fin de saison, enfin le reste de la saison, quand on a commencé à se taper des sales équipes, c'était pas pareil. Et c'est ça, c'est tout le monde, je vois un overreact complet, comme moi j'avais overreact l'année dernière, mais de toute façon, moi j'avais pas besoin de ça pour overreact. Mais comme moi j'avais pété un plomb sur Anthony Richardson l'année dernière, genre, quand
quand j'en parlais avec Gus juste avant, quand je vois que dans le top 3 des contenders, soit Heisman, t'as Shedeur Sanders et Hunter, là, C'est un autre débat. faut doser. Faut Mais doser. en fait, Faut doser, tu vois. moi, j'ai deux choses à dire à ce sujet-là. Alors, il y a la réaction de Deion Sanders après le match qui m'a énervé en disant Faut voir ce oui, mec-là. tout le monde nous voyait en bas de la Pac-12, tout le monde C'est nous vrai. voyait perdant sur tous les matchs, etc. Non, moi, je trouve que c'est pas vrai. On était beaucoup à dire que Colorado était quand même une équipe intrigante avec tout ce qui se passait, mais ils avaient quand même assez de joueurs. Un coach qui, jusque-là, n'a pas eu trop de défauts dans sa carrière de coach, même si c'était un autre level. Mais il a récupéré d'excellents joueurs, etc. avec lui. Pour moi, c'était pas possible que l'équipe de Colorado se retrouve en une victoire pour 10 défaites. Non, personne n'a dit ça et tout le monde hypait même Colorado avant. Enfin, beaucoup de gens en tout cas hypaient Colorado avant même la saison. En revanche, attends, juste non, stop la Guigui. Mais oui, non, mais c'est pour aller dans ton sens. C'est pour aller dans ton sens. C'est pertinent maintenant et pas dans 5 minutes. Juste, il y a combien de. C'est pas pour faire une comparaison avec Notre-Dame. Vous avez combien de 5 étoiles dans votre effectif? Un seul, un linebacker, qui était Voilà. 35e en 2022. C'est ça. Colorado, ils en ont déjà 3. Mais là, Tu je vois. vais défendre Colorado dans l'autre sens. C'est-à-dire que, OK, ils prennent 42 points par TCU, mais TCU, juste avant le match, Robin donnait TCU largement vainqueur. Moi, je disais que Chandler Morris était là quand même dans la QB Room. Il s'était blessé l'année dernière. C'est lui qui devait être le titulaire. Il était là dans la QB Room depuis plus d'un an. Il connaît très bien le playbook. Il y a une paire de running back, Emmanuel Bailey et Trey Sanders, l'ancien 5 étoiles d'Alabama, qui a mis 3 touchdowns d'ailleurs. Bon, il avait le rôle d'enforcer, donc c'est lui qui terminait un petit peu les drives. C'est pour ça qu'il y a les touchdowns. Il y a eu beaucoup de très bons transferts du côté de TCU. Faut pas l'oublier. On a fait la preview de TCU. Robin parlait aussi du défenseur Johnny Hodge, d'ailleurs, qui n'a pas dérogé à la règle parce qu'il a été très bon hier. Il y avait quand même une bonne équipe en face. Alors oui, il y avait beaucoup moins de starters par rapport à l'année dernière du côté de TCU, mais pareil, c'est une équipe qui a remplacé ses joueurs avec des bons joueurs. Donc, moi, je ne trouve pas non plus ça fou de dire que Colorado a fait un très bon match, malgré le Mais fait c'est qu'ils pas ont fou, c'est 42 points. incontestable. Mais Genre, oui. évidemment, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tu vois. TCU, il y a eu des failles, c'est indiscutable, notamment chez les DB où ça a été particulièrement inquiétant. C'était déjà inquiétant l'an dernier, mais vu que l'attaque était tellement forte, elle arrivait à inscrire plus de points que ce que l'équipe encaissait. Mais le truc, les gars, c'est que on parle de Colorado. On vous rendez compte de où ils sont, enfin d'où ils viennent. D'où ils reviennent, ouais. Moi, je trouve que ça force un petit peu le respect pour Deion Sanders, comme disait Guillaume, et je m'attendais pas à ce qu'il prépare aussi bien cette équipe sur des points hyper importants. Et là, Robin, tu me contrediras pas, c'est sur la O-line. La O-line qui a été très très bonne, même si on peut critiquer peut-être le manque de pass rush de TCU. Voilà, tous ces points qui demandent de l'expérience collective, de la préparation. Et ben moi, je trouve que Colorado a été très bon, ou du moins a été meilleur que ce que tout le monde attendait d'eux, et c'est pourquoi il faut les féliciter. Maintenant, on verra ce que ça donnera face aux meilleures équipes. Moi, je pense que Colorado perdra parce qu'il part de trop loin et qu'en face, en Pac-12, tu as des putains, mais vraiment des super programmes à affronter. Mais voilà, là, aujourd'hui, Colorado a été une magnifique surprise, et je trouve que voilà, ça apporte quelque chose d'encore plus intéressant à cette conférence pour sa dernière année, et je crois qu'il faut qu'on s'en réjouisse. Et juste pour clôturer ce match, Robin, t'as un dernier petit mot à dire sur ce match? T'es pas trop intervenu. Non, en soi, moi je suis un peu d'accord avec vous sur le fait que de toute façon, au live de pré-saison, on l'avait tous un peu dit que Colorado était, depuis l'arrivée de Thunder, c'était super bien arrivé. Enfin, était très hypé par les médias. Il y a beaucoup de tiens, est-ce que Colorado va tenir la tête, etc. Il y a eu vraiment toute une narrative derrière ça, et que nous on était dans le podcast plus ou moins d'accord pour dire que ok, temporisons quand même, parce que même si le rooster il est bien, il va mettre du temps à prendre de l'alchimie, comme on avait dit avec Guillaume. Après, je pense que le niveau de TCU était tellement en dessous qu'on s'enflamme parce qu'ils ont battu une équipe du top 25, alors qu'en réalité, TCU, ils sont dans le top 25 uniquement parce qu'ils ont été au championnat national l'année dernière. Excuse du peu.
Oui, mais c'est tellement pas la même équipe que c'est dur Mais de c'est tellement comparer. pas la même équipe. C'est comme Colorado de dire tiens, Colorado l'année dernière était en 11-1, 1-11, il n'y a plus personne. Enfin, c'est plus il y a que l'uniforme qui est et Ouais, le nom mais de ils sont l'équipe. bien renforcés. Je suis désolé, Oui, mais TCU, c'est une des meilleures équipes sur le portail des transferts et au niveau des commits. ouais, mais c'est pas la même. Et Ah non, bah, mais c'est comme pas la même. Colorado. Je suis d'accord, gros, Comme je suis d'accord. Colorado. Les deux équipes, en fait, les deux équipes sont différentes. Du coup, quand tu dis tiens, t'as battu l'ancien champion national, en réalité, enfin, l'ancien vice-champion national, en réalité, t'as pas battu l'ancien vice-champion national à son niveau de l'année dernière. Tu l'as battu Oui, à son c'est niveau vrai, cette évidemment, année. évidemment. En fait, tout le monde dit tiens, c'est une ancienne équipe en 1-11 qui a battu une ancienne équipe finaliste, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est Colorado qui a battu TCU, mais rien n'est pareil qu'avant. Euh, et moi, en tout cas, juste le petit truc à rajouter, c'est que je trouvais TCU vraiment pas du tout au niveau et que peu importe qu'ils auraient joué, il y a des failles qui sont évidentes. Et donc, je pense qu'on juge un peu trop vite Colorado. Moi, j'attends de voir vraiment contre la Pac-12. La Pac-12, on a des équipes qui sont connues et qui gardent leur niveau de l'année dernière. Certes, on sait qu'ils vont gagner contre Colorado State et contre Nebraska certainement la semaine prochaine. Attendons de voir contre Oregon en première semaine de Pac-12 et USC juste après. C'est là qu'on pourra juger leur vrai niveau. Mais en attendant, ils ont fait quand même bonne impression. C'est vrai qu'il y a plein de playmakers partout sur le terrain. Après, ces playmakers-là, ils ont vraiment été bien aidés par une défense de TCU. Le running back, là, Edwards, qui a fait à la passe 150 yards, un truc comme ça. Alors en fait, il y en a 70 qui sont sur des plaquages manqués. Sur une screen pass, et il y a 70 yards de plaquage manqué. Tu joues contre une vraie équipe, tu as 70 yards de moins, tu vois. Du coup, justement, tu parlais de playmaker, ça m'intéresse. On va juste faire un petit point sur Travis Hunter. Donc, je le disais, hein, l'ancien meilleur joueur lycéen du pays qui a transféré à Colorado avec Deion Sanders. Il a joué double plateau, ce qui est quand même assez rare. Et il a été auteur d'une énorme prestation même, hein, on en parlera peut-être sur la MVP de la semaine. Gus, Ouais, tu penses quoi de tout ça? assez rare. En gros, si vous voulez, Travis Hunter a disputé 129 snaps. Euh, je me suis donc posé la question et j'ai fait de mes recherches de savoir en fait quels sont les derniers gros joueurs en college football à avoir joué double plateau et à avoir performé comme Travis Hunter a performé ce samedi. Alors j'ai le nom de Miles Jack à UCLA qui m'est revenu, qui jouait linebacker et running back. Jabril Peppers à Michigan qui jouait linebacker, safety et running back. Shaq Thompson, pareil à Washington. Mais le dernier qui a fait ça à plein temps toute l'année et qui a été exceptionnel, c'est Chris Gamble, le receveur et le cornerback d'Ohio State au début des années 2000. Lors du titre national, quand Ohio State réalise l'upset face à Miami en finale, il joue 119 snaps sur le match, moitié-moitié receveur-cornerback. Et je pense que c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu récemment, hein, qu'un joueur joue double plateau à haut niveau et ça ajoute encore du divertissement, je trouve, à cette conférence et au college football. Ça donne une raison supplémentaire de regarder une autre équipe, en l'occurrence Colorado. Et ça, je trouve ça très, très cool, très, très cool. Je vais poser une question, je veux juste une réponse, soit Robin, soit Guillaume, vous décidez. C'est est-ce que c'est pas trop de jouer 130 snaps par match? Enfin, c'est une question un petit peu rhétorique, je me doute de votre réponse, mais quels sont les problèmes que vous pouvez voir? Guigui connaît double plateau en plus, je crois, un petit peu. Ouais, très sincèrement, c'est exactement ce que je voulais intervenir pour finir de mon côté là-dessus. Je pense que ça va pas être tenable sur une saison et encore moins sur une carrière en fait. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à te déplacer, alors, ils se déplacent ou ils reçoivent USC, pardon. Je crois qu'ils reçoivent USC, donc ça va aller au niveau température. Ouais, Ouais, mais ils il se reçoivent- déplace à Oregon. Hein. Se oui, déplacer à Oregon, c'est pas facile. Hein. c'est ça, tu vois. Quand ça va se déplacer à Arizona State sous 45 degrés avec bon, Arizona State, c'est un peu en dessous en ce moment, tu vois. Mais sur des gros matchs comme ça, à énorme intensité, euh, soit il a un cardio de marathonien et très bien, mais juste en termes de nombre de coups qu'il prend et reçoit, en termes de récup, parce que là, en fait, pour moi, hein, si tu veux faire ça, ça veut dire que là, pendant les 4 prochains mois, il s'entraîne pas. Il met pas une épaulière de la saison. C'est en fait, tu le fais jouer le samedi.
et pendant 6 jours derrière, tu le mets dans le truc de cryo et tu pries. Parce qu'on voit à quel point déjà une saison de college football, c'est dur physiquement et ouais, vraiment juste très dur physiquement. Là, de faire pour n'importe quel joueur, faire double plateau dans une conférence qui a l'air, encore une fois, tu l'as dit à très juste titre tout à l'heure, Gus, et même Elio aussi l'a dit, euh, aussi relevé, j'ai de très gros doutes sur. J'ai peur que soit en fait il réussisse, mais ça le brise, soit il va se péter un moment, tu vois. Et c'est absolument et pour le bien du college football, sur des joueurs aussi excitants que ça, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce que tu veux, très clairement. Merci Guigui. Messieurs, un match qui s'est déroulé chez nous en France dans la nuit de jeudi à vendredi, hein. C'était déjà la première grosse affiche avec une autre qui était en Big Ten, mais c'était déjà la première grosse affiche de cette week 1 de college football. Malheureusement pour Guigui, finalement. On a eu un rematch de Florida-Utah qui s'était déjà déroulé l'année dernière du côté de Gainesville. Cette fois-ci, c'était en Utah. Florida, donc en déplacement, s'est incliné sur le score de 11-24 face aux Utes. Euh, pour, Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 24-3 pour Utah à la fin du troisième quart-temps. T'as passé une sale soirée, Guigui. Puis on était en live en plus. On était en Discord tous ensemble. On est tous ensemble. Alors sur le moment, j'ai passé une sale soirée, c'est clair. Il y a un petit peu d'espoir sur la fin, mais c'était too little too late, comme ils disent outre-Atlantique. Maintenant, avec le recul, euh, il y a beaucoup de petites choses qui ont fait que ce score est monté aussi haut. Enfin, en fait, pour moi, le score reflète pas tant la physionomie du match et n'est pas si inquiétant que ça pour moi. Je m'explique vite fait. Il y a énormément d'erreurs de la part des Gators. Alors d'abord, juste, tout ce que je vais dire là, Utah mérite sa victoire. Utah a mieux joué. Utah était mieux préparé. Comme ça, on ne me fait pas dire que pour moi, on aurait dû gagner ou je sais pas quoi. Non. Très clairement, ils méritent leur victoire. Bien joué à eux. Félicitations. Maintenant, quand tu regardes vraiment le match, moi je l'ai re-regardé, quand tu regardes vraiment le match dans son ensemble et les points importants, à chaque fois on s'est merdé. Et c'est des trucs, c'est pas des trucs compliqués à rectifier en fait, tu vois. C'est le nombre de faux départs qu'on prend, la fameuse pénalité parce qu'on a deux mecs avec le même numéro sur le terrain. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai eu deux trois infos là-dessus. C'est encore pire que ce que je pensais. Euh, on se prend un big play pour ouvrir le match, ça fait jamais plaisir. Je crois que c'est leur troisième TD où ils récupèrent la balle sur nos 11 yards après une balle typée une ou deux fois et qui retombe dans les mains du DB de Utah. Il y a le gros point noir de ce match, c'est notre line. Ça, y a pas besoin d'avoir 15 ans de college football ou de football tout court pour s'en rendre compte. 6 sacs encaissés et 13 yards à la course pour Montrell Johnson et Etienne. Alors pour le coup, les 13 yards de la course, ça compte les yards perdus sur les compte sacs. les sacs, oui. Voilà. C'était pour C'est ça. appuyer ce que tu disais. Mais ouais, alors au-delà des 5 ou 6 sacs, tu m'as dit 6? 6. 6. Au-delà des 6 sacs, je pense très sincèrement qu'il y en a au moins le double de QB hit parce que Graham Mertz, il a mangé sévère. On va être honnête là-dessus. Euh, Moi, j'ai été satisfait du match de Graham Mertz. Il fait pas un match Heisman, je sais pas quoi, machin. C'est pas forcément ce qu'on attendait de lui non plus. C'est pas non plus ce qu'on a essayé de me faire croire que c'était le pire quarterback de SEC. Ça va falloir se lever tôt pour me le faire avaler. Mais comme je vous ai dit, c'est énormément de petites erreurs qui arrivent au pire moment, à des moments cruciaux pour le coup, qui font que je trouve qu'on n'est pas compétitif et qu'on est aussi loin dans le match. C'est quand tu regardes les stats purs, alors je sais très bien, je suis le premier à le dire, donc là je vais pas m'en servir de défense maintenant, que ouais les stats c'est pas le match parce que la dernière année d'Anne Mullen, peut-être 2 matchs sur 3, on avait plus de yards et plus de tout ce que tu veux que l'équipe d'en face, on arrivait à perdre quand même. Mais pour moi, quand tu regardes vraiment le match dans son ensemble, c'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Il y a notre défense qui a super bien performé parce que au-delà du big play et quand tu récupères, enfin quand tu rentres sur le terrain en défense et que les mecs ont 11 heures d'affaires, tu comprends vite que c'est compliqué. Mais au-delà de ça,
contre une attaque certes amputée de quelques joueurs de Utah. Notre défense qui est excessivement jeune. S'il te plaît, Guillaume, pour les auditeurs. Tout simplement Cameron Rising, leur QB titulaire. Il leur manquait aussi leur Titan Star. Brand Coita. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait quand même 8 starters du côté de Utah qui manquaient à l'appel. C'est quand même inquiétant. Alors, Guigui, ouais, tu dis que toi, pour toi, t'as vu des. Attends, excuse-moi, t'as vu des choses plutôt bonnes aussi du côté de Florida, mais ça t'inquiète pas. Je suis d'accord avec Guigui sur là-dessus. Ça t'inquiète pas justement que de te dire que Utah, avec 8 starters en moins, arrive quand même à vous coller ça? Alors, non. Pas une histoire de joueur. C'est pas une histoire de joueur. Alors après, juste, c'est pas pour diminuer le truc, c'est pas 8 vrais starters, c'est 8 mecs qui ont un impact. Donc, notamment en défense où ça tourne pas mal, c'est des 8 mecs qui auraient dû toucher le terrain et avoir un bon nombre de snaps. Donc, mais ça n'enlève rien. Tu t'appellerais ça comment autrement? Non, mais ça peut être aussi tes backups qui voient énormément le terrain. Donc, moi, je peux te citer des noms de joueurs qui ne sont pas sur la depth chart en tant que titulaire, qui ont vu énormément le terrain, tu vois. Ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Oui, ouais. Ah, c'est pas 8 sur 22, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire. Tac. Mais non, ce que je vous dis, c'est que Graham Mertz, vraie satisfaction. Notre corps de receveur, satisfaction. Notre défense, satisfaction. C'est comme je l'ai dit, c'est en fait, on fait des erreurs qui ne devraient pas arriver à ce niveau-là au pire moment. C'est que en troisième tentative. Le coup de la pénalité sur le punt, c'est une 4e qu'on est censé récupérer la balle. Au final, c'est comme c'est une faute procédurale, c'est avant le snap, donc ils prennent une première gratuite et ils marquent derrière. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui sont pour moi, enfin, qui sont, je trouve, facilement corrigeables. C'est pas comme si ton mec était nul, tu vois. Si ton mec est nul, fin de l'histoire. Moi, je pense Guillaume, que je suis d'accord avec toi, il y a des motifs d'espoir, notamment sur la défense. Même Graham Mertz, ça a été meilleur que ce que je pensais. Bon, même si je trouve qu'il a été mauvais sur, comme ce qu'il était à Wisconsin, sur les lancers courts, où là, il a vraiment des problèmes de précision. Mais en fait, pour le coup, la différence, c'est que je trouve que Utah a été... Enfin, Florida était mal préparée pour les raisons que tu as évoquées, parce que le play calling était mauvais dans les moments importants. 1 sur 13 sur les 3e tentatives. Ouais. Et on était à 0 sur 12 jusqu'à la fin du 4e quart-temps, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu peux avoir de l'espoir, parce que c'était indéniable, quoi. Quand on voyait les Aidan Mizel, vos linebackers en défense, les DB, là, Xavier Truc, c'est indéniable. C'est juste maintenant, voilà, faut que le coaching staff soit à la hauteur du talent de cette équipe. Et c'est là-dessus que, à mon sens, la différence va se faire pour Florida dans la suite de cette saison. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, c'est dans ce sens-là où je disais que je n'étais pas si inquiet que ça. Parce que pour moi, nos gros problèmes sur ce match, c'était pas tant sur le niveau intrinsèque des joueurs. Et le seul vraiment poste où on aurait raison de s'inquiéter, c'est la O-line. Et personnellement, c'est peut-être mon avis de fan un peu biaisé, mais quand je vois la progression qu'a eu notre O-line l'année dernière, parce que au début de saison, c'était vraiment pas ça. Fin de saison, encore une fois, peut-être avis biaisé, mais pour moi, on a une top 10 O-line du pays sur la fin de saison. Robin, toi aussi qui a regardé ce match, justement, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu cette confrontation? Alors en fait, je suis le soir du match. En fait, là, c'est quand j'ai écrit un peu la preview de ce que j'allais dire. Je me suis basé sur le soir du match, à l'impression que j'ai eue en fait sur le terrain. Après, c'est vrai qu'on en a un peu échangé avec Guillaume en privé, mais moi, mon impression était que Florida a jamais été vraiment dans le match. Tu l'as dit, hein, ça fait 24-3 à la mi-temps, enfin fin de 3e quart-temps, quelque chose comme ça. Ils mettent les points dans le 4e quart-temps. Moi, j'ai trouvé enfin, c'est pas vraiment qu'ils étaient jamais dans le match, en quelque sorte, oui. C'est plutôt de se dire que jamais j'ai eu un doute, en fait, à la fin du premier quart-temps. Je me suis pas dit, tiens, il y aura un revirement de situation. Pendant 3 quart-temps, les 3 autres quart-temps, je me suis dit, ok, Utah va gagner par combien? Et en fait, c'est pour ça, donc après, on a un peu échangé avec Guigui, et c'est pas que Utah était surdominant, c'est que j'ai trouvé Utah vraiment fort, et que Florida n'était pas au niveau à ce moment-là, de la part de la O-line, de la part de la préparation, etc. Et c'est pas de mauvais augure pour la fin de saison, à part la O-line, je trouve. Mais comme Guigui l'a expliqué, voilà, il y aura de la progression. Mais j'ai trouvé que c'est dommage de ne pas avoir préparé ton premier match, qui est surtout un match
que tu as gagné l'année dernière sur proche, en fait, hein, c'était un close game jusqu'à la fin. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir préparé autant que Utah a préparé. Et on a vu que Utah a été super bien coaché. Hein. Utah, ça fait certainement partie des équipes les mieux coachées du pays actuellement. Clairement. Et j'ai trouvé que, que ce soit 8 starters ou 8 joueurs qui sont importants dans la rotation, c'est quand même des joueurs qui vont jouer. Sans leur quarterback titulaire qui est là depuis longtemps. 36 ans, à peu près. Ouais, 36 ans, il est dans le college football depuis Barack Obama. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé, je pense qu'on a beaucoup parlé de Florida. J'aimerais remettre un peu les félicitations à Utah parce qu'ils ont fait un très gros match, je trouve. Et surtout, voilà, le mot de la fin, c'est qu'ils sont très, très bien coachés. Et attention, parce que je trouve que dominer Florida avec 2 quarterbacks remplaçants qui alternent avec jeu de course, jeu de passe, etc. Et des starters en moins. Voilà, c'est une belle équipe et attention à Utah pour le reste de la saison. Ouais, Utah a un peu chaque année des dark horse de cette Pac-12 et chaque année finalement ou bien qui se hisse en finale de conférence ou bien qui se retrouve sur des bons bowls. Enfin voilà, ça reste une équipe très solide. Ils l'ont encore démontré hier. Du côté toujours de la Pac-12, on disait Pac-12 vaincu, les gars. Boise State qui se déplaçait du côté des Huskies de Washington. Les Huskies qui, depuis l'année dernière, reprennent un statut parmi les favoris de la conférence. Grosse victoire des Huskies, vraiment, ils ont terrassé les Broncos 56-19 avec un Michael Penix en feu qui a lancé pour 5 touchdowns et 450 yards. On parle aussi souvent de la doublette de receveurs Odunze-Macmillan qui là a accumulé à peu près 220 yards et 3 touchdowns à tous les deux. Voilà, donc pas de problème pour. Moi, j'ai une. Ah, excuse-moi, Guillaume, vas-y, excuse-moi. Non, c'est bon, vas-y. Ok. Bah, ça te concerne d'ailleurs, Guillaume, parce que tu as commenté un match. Ça faisait depuis 2007 que Boise State n'avait pas encaissé autant de points, donc 56. 2007, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la saison où ça remporte le bowl légendaire face à Oklahoma, que Guillaume et Ryan ont commenté sur YouTube, donc allez voir ce match. Et devinez qui était le quarterback de Nevada en 2007 qui avait en 4 prolongations infligé 69 points aux Broncos. Vous n'avez pas la réponse? Martel. 2007, Martel. Eh ben non, c'était Colin Kaepernick. Putain, oui. C'est vrai que Kaepernick était à Nevada, ouais. Tout à Voilà, fait. en 2007. Donc, grosse victoire de Washington, une statement win, je pense. Boise State est annoncé comme une grosse équipe du groupe of 5 cette année. Faut aussi pas sous-estimer cette victoire. Et puis on va parler des 2 autres favoris de cette conférence. USC qui recevait Nevada justement avec une victoire à 66-14, assez facile pour l'équipe de Lincoln Riley évidemment. Avec encore une fois Caleb Williams qui a lancé 5 touchdowns, assez facile. Il renforce sa position dans la course au Heisman. On aura le temps d'en parler, Caleb Williams. Hein. C'est un débat un petit peu clivant un peu partout dans le podcast, mais aussi un peu partout sur les réseaux, etc. Donc on aura le temps de parler de tout ça. Et puis surtout, Oregon, Robin qui a littéralement éclaté Portland State. Ouais, juste j'en parle 1 minute, hein, histoire de ne pas prendre trop de temps. Record de points dans l'histoire moderne. Le précédent record de points, c'était 115 points en 1920, quelque chose comme ça. Donc c'est pas vraiment pertinent d'en parler maintenant, mais voilà, record de points pour l'équipe d'Oregon. Hein. Certes, c'est un cupcake game, hein, on est très, très clair dessus. On n'a pas grand-chose à apprendre de ce match sur la qualité de l'équipe. Il y a eu un seul drive, donc 87. Il y a eu un seul drive qui a été compliqué en défense, sinon le reste, ça n'a pas du tout été compliqué. Voilà, j'ai hâte de voir les prochaines semaines. On a fait tourner pas mal de joueurs, 21 true freshmen qui ont joué, donc c'est un plaisir de voir cette équipe. Et juste plus grosse différence de points cette semaine, malgré les 75-0 ailleurs.
qu'on a enfilé 81. Plus grosse différence de points. Ouais. Et mieux que le 77-7 de Ole Miss face à Mercer Oui. en samedi aussi. Ouais. On se dirige du côté de l'ACC, l'ACC, avec ce choc. Bah, en fait, alors, non, l'ACC et la SEC, les deux, l'ACC et la SEC, qui se rencontraient pour deux États limitrophes qui portent le même nom, quasiment. Et à Caroline du Nord, UNC, les Tar Heels, qui affrontaient South Carolina. C'était du côté de la Caroline du Nord, dans le stade des Panthers de Caroline à Charlotte. Stade neutre, donc stade NFL. Grosse victoire statement d'ailleurs, je vais le dire, hein, sans pression pour North Carolina face à South Carolina. On sait qu'il y a énormément d'attentes pour les Gamecocks qui, depuis 2 ans, recrutent énormément et bien, qui sont très actifs sur le portail des transferts. Shane Beamer, le head coach, qui est assez hypé très souvent, voilà. Et puis, de l'autre côté, on a North Carolina qui est un petit peu plus sur la pente descendante, légèrement. Alors, ça reste bon parce qu'ils évoluent en ACC sans vouloir manquer de respect à la conférence. Ça reste un des programmes historiques également. Donc, c'est ce qui les maintient. Moi, je critiquais depuis un petit moment la méthode McBrown que je trouvais beaucoup trop à l'ancienne pour le programme. Mais mine de rien, là, c'est une grosse victoire. Je sais que toi, Gus, tu es surpris ou pas de tout ça? Moi, je sais pas la différence de Guillaume, de Robin ou toi, si vous avez regardé le match. Moi, je vous avoue que je l'ai pas regardé, mais J'ai regardé une bonne partie, ouais. j'ai été agréablement surpris parce que, comme tu dis, UNC, bon, certes, a toujours Drake May, mais il fait toujours sans son receveur Tez Walker arrivant en provenance de Kent State, à qui la NCAA refuse de lui donner un waiver, une dérogation pour qu'il puisse jouer. Ça aussi, c'est une situation débile, encore une fois. Enfin bref, c'est la NCAA, hein, elle va pas se refaire. Et aussi du fait que, bah voilà, moi je pensais que cette attaque allait moins bien marcher que le départ de Phil Longo, mais non, le nouveau coordinateur offensif, Lindsay, il s'appelle, a été très très bon. Alors, c'est pas moi qui parlerai de Drake May, je parlerai plutôt de Mac Brown, le coach, qui est devenu, les gars, le premier entraîneur de l'histoire à remporter 100 victoires avec 2 programmes différents. D'abord Texas, puis samedi, North Carolina. Ça, c'était une chose à, à mentionner. Voilà. Moi, j'aimerais juste parler de 2 petites secondes parce que du coup, il est forcément un peu passé aux oubliettes, on va dire. Le match de Spencer Rattler, parce que du coup, forcément, tout le monde a Ouais, beaucoup c'est parlé. vrai. J'allais en parler, Guy, moi qui étais hater numéro 1 de Rattler, mais à culpa sur ce début de saison. C'est ça, parce que Rattler, c'est simple. Alors déjà, il fait un match très propre. Il finit à 30 sur 39, 353 yards, pas de TD, pas d'inter. Si vous avez fait le calcul, ça veut dire qu'il a 9 passes incomplètes. Vous savez, 9 à quoi ça correspond aussi? Le nombre de j'ai une sacs qu'il idée. a mangé. Voilà, le nombre de sacs qu'il a mangé. Honnêtement, alors j'ai vu que le résumé de ce match, mais juste en me focalisant sur les stats et le résumé de un quart d'heure, 20 minutes que j'ai vu, quasiment l'impression de revoir Florida Utah en différé, tu vois. Avec Spencer Rattler qui fait un bon match statistique, un match clean statistique, un running game, du coup, eux, pour le coup, ils sont à moins 2 yards sur le match. Les pauvres, parce que forcément, notre pote Spencer Rattler, il est affiché avec 13 courses. Donc sur les 13 courses, il en a 4 vrais et 9 sacs. Moins 22 yards. Bonjour. Mais il s'est fait tabasser tout le match parce que les sacs, c'est une chose, mais ça compte pas les QB hits, les pressions, les trucs que tu veux. Non, vraiment, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que le réveil le dimanche a été très très compliqué pour l'ami Spencer. Ah, il avait les épaules dans la boîte à gants. Ah bah là, il avait tout dans la boîte à gants, je pense très clairement, hein. Et à mon avis, il était tellement en morceaux qu'il devait rentrer sans trop forcer, hein. Mais, Ah, mais c'est ouais. décevant hein, quand même, la South Carolina. Je m'attendais pas du tout à ce que ça joue comme ça sur le premier match. Hein. Alors, Ils ont toi, perdu ils ont perdu James. quelques joueurs, Guillaume. Hein. C'est pas, tu le sais, Marshall Lloyd pour USC et aussi James Bell pour Florida State. Mais quand même, quoi, on a entrevu des superbes choses l'an dernier avec Antoine Wells, cette défense. Et là, complètement éteint.
Je demande à voir les prochaines rencontres parce que voilà, il y aura des choses il y a des choses à regarder. Et j'ai une autre statistique, les gars. Du coup, UNC a saqué 9 fois Rattler. Vous savez, ils ont fait combien de sacs en 14 matchs l'an dernier? C'est pas 7 ou 6 ou 7, un truc comme ça? Non, 17. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est pas beaucoup. Je crois que c'était 6 ou 7 sur la première moitié de saison. voilà, Ouais, Comme ça. ils ont déjà fait alors 50%. qu'ils avaient des ouais. gros pass rushers, enfin des pass rushers à gros potentiel, etc. Ça n'a jamais confirmé hein, du côté de UNC. Bah là, ça C'est marche c'est pas. hyper encourageant, hein, UNC. Mm. Messieurs, eh bien, on va s'orienter évidemment vers le choc de la Week 1. C'était cette confrontation, encore une fois, entre une équipe de SEC et une équipe d'ACC. Du côté du Camping World Stadium d'Orlando, Floride, entre Florida State, les Seminoles, qui affrontaient LSU, les Tigers. Énorme match. On s'attendait à un match référence pour le college football et un des matchs références de la saison, voire peut-être de multiples saisons autour. Et on n'a pas été déçus. Bah, un peu quand même. Hein, moi, C'est la j'étais. fin. Waouh. Non. En soi, en fait, en soi, pourquoi moi j'ai été un peu déçu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait trop de. En fait, le match-up et le match-up de rêve entre deux programmes montants. Hein. FSU, on en a parlé toute la off-season comme une des top teams. LSU, pareil, ils étaient classés dans le top 8, non, 5e, ouais. Ils étaient classés 5e de l'AP Poll. Tu t'attends à un match d'anthologie. Au final, il y a eu beaucoup d'erreurs, de drop, de fumble sur des returns, etc. À croire que LSU, ils n'ont rien appris de l'année dernière, vraiment. Ah, mais ils sont Sur les special teams, ouais. Ah, Et mais ils n'ont pourtant, rien appris. et pourtant, ils ont viré leur coach des special teams, Brian Polian. Ah, mais ils n'ont rien appris de l'année dernière. C'est terrifiant. Tu te dis, c'est le même match que l'année dernière. À quelques peu, évidemment, des Bon, quand actions même, différentes, mais oui. la physionomie est certes pas la même. Hein. L'année dernière, c'était un match qui était très très serré. Là, cette année, c'était un peu moins serré à partir du 4e quart-temps. Mais c'est vrai qu'au 3e quart-temps, on se dit, OK, bah, c'est bon, ça va être serré. À la mi-temps aussi, quand on regarde le score, sauf que quand on regarde le match, LSU, dans le premier quart-temps, c'est c'est 2 quatrièmes tentatives qui sont arrêtées en red zone. Donc, ils font 2 voyages en red zone, ils repartent avec 0 points, avec surtout un play calling terrifiant. Hein. On n'est pas expert, on n'est pas coordinateur offensif d'un programme de Division 1, mais on peut pas faire des trucs comme ça. Enfin, c'était horrible. Et en fait, on se demande s'ils étaient bien préparés et s'ils en voulaient plus. Et je pense que Florida State en voulait plus. Ils ont tenté des trucs bizarres avec Harold Perkins en spy sur Jordan Travis. Seulement 9. Ouais. Non, seulement 7 snaps en tant que pass rusher. Ah, mais c'est ça, tu vois, à quel point c'est incompréhensible de dire que tu as le meilleur rusher, le meilleur jeune rusher du pays, l'année dernière qui était une bête incroyable, et là tu te retrouves avec ce que tu as fait là, bah, incompréhensible. Moi j'étais déçu en fait de la part du niveau proposé par LSU. Le match était joli en soi, mais je me dis ok, il y avait vraiment mieux à faire. Et Jordan Travis, on en a parlé vite fait, toi et moi, Augustin, sur Twitter. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'approximations, notamment dès qu'il y a eu un peu la pression, etc. Il a lancé une interception qui était horrible. Trois autres interceptions qui manquent d'être rattrapées par les DB de LSU, mais ils se dorment dessus. Oui, mais avec des si, Guillaume, je te laisse terminer la phrase. Non, mais. On coupe du bois. ou ma tante, si elle en avait. Enfin, non, mais alors attends, Gus, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est des interceptions. N'importe quel bolo safety, il l'a, tu vois. C'est. Comme moi? Oui, comme toi, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression. Non, l'idée, c'est que les balles, elles sont dans les mains, les mecs, ils les drop très clairement.
Il y a une raison pour Enfin, il y a 2 interceptions, vraiment, elles sont dans les mains du receveur, enfin du DB. Il n'y a pas un receveur à côté, c'est du donné, c'est du cadeau, et elles sont droppées. Donc, moi, j'étais un peu déçu de Jordan Travis. Voilà, j'attends mieux de sa part. Après, je sais qu'on n'était pas d'accord sur ça, Gus, mais moi, c'est mon avis. Et voilà, moi, comme je suis un peu déçu, mais je comprends que le match est correct. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat par rapport à Jordan Davis. Alors, je sais pas, parce que je crois qu'on n'a pas annoncé le score depuis tout à l'heure. C'est une grosse victoire, 45-24 pour Florida State, sachant que 31-7 en seconde mi-temps. Ouais, c'est exactement 31-7 en seconde mi-temps, donc 21 points en quatrième quart-temps pour les Seminoles et 7 pour LSU. Ils ont tué dans l'œuf les Tigers. Si je dois parler, si on doit faire un focus sur Jordan Travis, moi, au contraire, je trouve que, alors évidemment, il y a des imperfections, etc. Mais quand tu te retrouves avec une pression comme la sienne, c'est-à-dire que Travis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il arrive un petit peu titulaire par hasard du côté de Florida State en mi-saison. L'année dernière, il fait une bonne saison, il progresse tout au long de la saison. Et cette année, il arrive avec un statut où on dit Florida State, faut gagner ce match pour aller en playoff. Parce que Florida State peut éventuellement gagner sa conférence et aller en playoff. Ce qui ne s'est pas produit depuis la victoire avec Jameis Winston. Il ne faut pas oublier quand même tout ça. C'est un programme, Florida State, où il y a énormément de pression. On en parlait moins ces derniers temps parce qu'ils étaient un petit peu en dessous des attentes. Là, c'est en train de revenir au premier plan. Donc, Jordan Travis, tout le monde compte sur lui. Jordan Travis, qu'on l'accepte ou pas dans les médias, ça en parle sur la Eastman Watchlist. Et il y a énormément de pression sur tout ça. Voilà, tu affrontes une équipe qui est dans une situation similaire où LSU, depuis leur titre national, c'était légèrement moins bon et c'était en train de se reconstruire. Et maintenant, on prédisait, tu l'as dit, LSU était top 5, était 5e au top 25. Exactement, on prédit LSU même pour gagner sa division, peut-être sa conférence, et aller en college football playoff. Tu te retrouves à ce poste-là, qui est quasiment le plus important de ton équipe, avec tout ce contexte autour de toi. 4 touchdowns, une interception, certes moche, peut-être d'autres qui auraient pu être interceptés, mais 4 touchdowns à la passe quand même, 342 yards et un touchdown à la course. Travis fait le match qu'il faut. Et une action qui débloque le match. Rappelez-vous, à un moment, il est. Je me demande s'il est saqué ou bon, bref, il est sur ses 1 yard suite à un énorme punt de Jay Bramblett, le punter de LSU. Je crois que c'est une 3e tentative. Et il trouve Keon Coleman en se défaisant de ses adversaires. Et à partir de ce moment-là, ça a complètement reversé le momentum. Je n'irais pas à qualifier ce moment d'Iceman Moment parce que mon enthousiasme et à dire ma positivité à propos de Florida State prendrait le dessus, et là j'admettrais que ce serait un petit peu ridicule, mais il a sorti des actions qui ont été d'une importance énorme, et je trouve que moi sa connexion avec Keon Coleman qui a été exceptionnel, 122 yards et 3 touchdowns, et aussi Johnny Wilson malgré ses 2 drops où il était à 104 yards, et j'ai transfert de Michigan State au passage. J'ai trouvé ça super, et encore une fois, c'est quoi le problème de Travis sur ce match? Il fait gagner son équipe, il a joué jusqu'à la fin, il courait, il faisait tout, quoi. C'était un plaisir pour moi de le voir. Non seulement il a été valuable pour son équipe et j'ai kiffé le voir, et pour moi c'est déjà 2 critères très importants si justement on veut le mettre dans la conversation pour le Heisman, et moi je le mets dedans parce que c'est mon favori d'ailleurs. Guigui. Ouais, si je peux me permettre, moi le vrai problème que j'ai avec le poteau, c'est que, et c'est à peu près, c'est même pas à peu près, c'est totalement la même chose que je reproche à Jaden Daniels, c'est que je n'ai vu aucune progression par rapport à l'année dernière. Merci Guigui, merci. Oui, c'est le premier match, il terrasse LSU. Oui, non, mais alors, il terrasse doucement. Ouais, il terrasse LSU, frérot, comme Colorado a tiré. Bien. 45 points dans la musette, quand même. Avec alors, le respect, alors déjà, calmons-nous, il est pas seul sur le terrain. Et puis le nombre de lancers qui sont approximatifs, et c'est Coleman qui va les chercher. Attention, les 3 TD,
Les 3 TD, la balle, elle n'est pas placée à la perfection, excusez-moi. Hein. Non, mais c'est quoi mais bon, non, mais attends, juste excuse-nous. Ce que je le reproche, et c'est vraiment en termes de joueur individuel, pas playmaker, pas ce que vous voulez. On sait que c'est un playmaker avec ses jambes. Tout le monde, alors moi, en tout cas, tout le monde, je parlais juste pour moi. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un playmaker, ce n'est pas un game changer à la passe. C'en est un avec ses jambes, c'en est pas un avec son bras. Ça, c'est mon avis, ça n'aura que moi. Mais on a tous vu ce qui s'est passé de la saison dernière, comment il a joué, là où il y avait des difficultés, là où il excellait. Et en fait, il y a un moment où, mon ref, toi aussi, ça fait combien de temps que tu es en college football? On te demande de progresser un minimum, tu vois. Enfin, pour moi, c'est normal que quand tu as un mec qui fait la saison qu'il a fait l'année dernière, que tu vois très bien les points qu'il fait très bien et les points qu'il fait beaucoup moins bien, c'est normal d'attendre, surtout dans des gros programmes comme ça, que le mec step up et élève son niveau de jeu et progresse. C'est quoi la finalité là de ce qu'on fait? C'est quoi? C'est de gagner des matchs de college football, c'est d'aller loin. La draft, enfin, je suis désolé, hein, on en parlera en janvier, en février. Je parle même pas de draft. Vraiment, je parle même pas de draft. Mais juste, quand Robin dit que les 3 touchdowns pour Keon Coleman, ils sont pas parfaitement dans les mains. En fait, moi, je comprends pas pourquoi s'attarder sur des détails futiles, inutiles, alors que le mec, il vient de sortir une fiche statistique de malade. Mais encore une fois, la fiche statistique. Attends, vas-y. De toute façon, on est du même avis. Oui, du même avis. Mais du coup, juste pour toi, on est d'accord que c'est des contenders au playoff, voire au titre, Florida State. Ah oui, c'est certainement pas moi qui a dit Est-ce que tu penses vraiment que ces approximations-là passeront contre les énormes teams et les teams installés? Et les Georgia, on parle d'LSU en face. LSU, c'est quand même réputé pour être idiot. Ça sort d'une très grosse saison. Enfin, on parle pas quand même. Là, ils n'ont pas battu. Excusez-moi, hein, ils n'ont pas battu Missouri State. Ils n'ont pas mis 45 points à Missouri State, les mecs. Avec tout le respect pour Missouri State, évidemment. Mais il n'y a pas de problème. Excuse-moi de penser que LSU c'est un cran en dessous. Actuellement, je parle de cette année. Je parle pas avec la saison d'avant quoi. Pour moi, je pense sincèrement que LSU c'est en dessous de USC. C'est en dessous de Bama, c'est en dessous de Georgia, c'est en dessous peut-être de. Quand tu vois la défense de USC, Jordan Travis, il se fait plaisir alors qu'il est face à eux. En fait, moi, ce que je dis, parce qu'en fait, t'as pas vraiment donné mon point, Guillaume, c'est que dire que c'est Jordan Travis qui a grandement participé à la victoire, pour moi, c'est un reach. Parce qu'en fait, toi, t'as vu la fiche de stats. Et la fiche de stats. Regardez le match. Non, mais là, devant le match. Attends. Non, mais j'ai compris. Là, tu me parles de la fiche de stats pour me dire, pour justifier qu'il a fait un bon match. Moi, je te dis qu'il a été carry par ses receveurs. Alors que, par exemple, Johnny Wilson a fait 2 drops. T'as pas de quarterback qui n'est pas carry par ses receveurs aussi. C'est ça la réalité. Drake Mays, il a pas des receveurs incroyables. Il fait 2 interceptions. Drake May, on n'en a pas parlé, tu vois. Oui, non, mais Elio, t'as pas le droit de me dire ça quand t'as connu Drew Brees pendant des années qui lançait à moi et Valentin, frère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est pas faux. Pourquoi vous voulez voir le verre à moitié vide alors que parce Florida State qui sort un upset, et LSU était Florida favori. State et il baisse sa race, du coup, c'est bon ou pas? Non, mais en fait, je pense que c'est pour ça, c'est quand. Mais non, parce que j'étais exactement pareil pour un mec comme à l'époque Trevor Lawrence. Avec Val, on s'est pris la tête avec la terre entière. Une superstar, enfin ce que je veux dire, c'est quoi le point mais si on dit quelque chose pour une superstar, je le dirais avec tout le monde. Moi, mais quand c'est quoi l'objectif en fait, à quoi ça sert là sur cette rencontre de dire à quoi ça sert sur cette rencontre de dire que j'allais dire Travis Etienne, que Jordan Travis n'ait pas été le joueur que mais parce que pour nous, c'est le cas. On va pas mentir en disant c'est le plus grand joueur du siècle. Alors moi, je comprends pas pourquoi vous voulez voir à tout prix ce point, alors que Florida State vient d'infliger une énorme fessée à LSU. Il y avait 41-17 à 4 minutes de la fin. Je comprends pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu mentionnes Jordan Travis parce qu'il a fait un énorme match. En fait, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Vous reprochez de ne pas avoir été assez bon. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve pas qu'il ait fait un énorme match. Moi, je trouve pas que Guigui et moi, on trouve pas qu'il ait fait un énorme match. Toi, tu dis qu'il a fait un énorme. Notre point, c'est
il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec toi, c'est tout. Non, mais Il ça s'arrête suffit là. pas de dire on n'est pas d'accord. Enfin, Vas-y, moi, parce que t'as je expliqué respecte on On t'a t'a expliqué On expliqué pourquoi. débat, pourquoi. non, on débat, Tu c'est n'es très pas bien. d'accord, C'est tu très n'es très pas bien de d'accord, il n'y a débattre. pas de souci, Gus. Honnêtement, il n'y a pas de jugement ou quoi. C'est un droit de pas être d'accord, comme on a le droit de pas être d'accord, et c'est normal, c'est le but d'un débat, tu vois. On cherche pas forcément à te convaincre, on te donne notre point de vue, ce que nous on a ressenti, comment on l'a ressenti, et encore une fois, Gus, ça faut bien que tu le comprennes, je pense que Rob est d'accord avec moi. Jordan Travis fait un bon match. On dit pas qu'il est catastrophique, on dit pas qu'il a passé son match à fermer les yeux et à balancer des grandes grenades comme en 40. C'est pas ce qu'on dit. On dit, en tout cas, je dis que j'en attendais plus et plus de progression sur son jeu à la passe. Si ils veulent, et il a le temps de progresser pendant la saison, mais j'attendais plus, personnellement j'attendais plus, et je pense qu'il devra faire plus quand ça va commencer à se saigner la gueule, vraiment. Parce que très sincèrement, en SEC, ça va passer. Je pense très sincèrement qu'ils ont l'équipe en termes de talent général, ça va passer. Je sais pas s'ils ont Clemson cette année, mais Ils affrontent Clemson le 23 septembre pour la Week 4 à ok. Clemson. Et joue North Carolina ou pas? Je sais pas, faudrait vérifier, mais Ok. Mais voilà, donc si, en tout cas, il y a un, c'est le gros match avec Clemson, peut-être deux avec North Carolina, si quelqu'un peut. Alors, je vais essayer de checker vite fait. 2 secondes, t'as la table Boston College. Je regarde, Non, je ils ont pas regarde. l'air. Non, ils les jouent pas. Ils jouent Miami, ils jouent Duke, ils jouent Syracuse. Tu regardes leur calendrier, il fait pas peur. En vrai de Ils vrai, il jouent fait pas peur. Florida. Ils ouais, jouent mais Florida. ils ont joué Oui, LSU le match de la ils jouent saison. Florida à la Tout le fin de monde saison. les attend. Comme dit Elio, tout le monde les a attendus au tournant sur ce match. C'était le match le plus important de Oui, leur saison pour se qualifier éventuellement en playoff. Ils ont ils ont répondu présent. répondu aux attentes. Bah ouais, Et c'est pour ça que moi maintenant je me voilà, projette. parlons Mais de c'est ça, pour ça parlons que pas maintenant moi pourquoi maintenant Jordan je me Travis n'a projette. pas été parfait. Enfin, je comprends pas en fait quel est De l'intérêt de toute, taper sur Jordan Travis alors qu'en fait Mais on ne le tape pas sur Florida Jordan State Travis. vient de de toute sortir façon, les d'une des jugements plus belles hâtifs en victoires. premier match de saison, le premier match de saison, il a rempli son contrat, comme tout le monde le dit là depuis tout à l'heure, on est tous d'accord là-dessus, c'est un consensus. Il a rempli son contrat sur ce premier match de saison. Vous dites que par rapport à la saison dernière, vous ne l'avez pas vu progresser et tout. Certes, je comprends. C'est votre point de vue. On verra tout au long de la saison. Il reste une saison devant et peut-être qu'il progressera, qu'il deviendra meilleur, qu'il deviendra plus précis ou peut-être que ça sera l'inverse et qu'il va se reposer sur ce match et que ça va mal se passer. Et seul l'avenir nous le dira jusqu'à présent. Et puis on fera un petit point en fin de saison, messieurs. On va pas non plus. Je peux Avec juste, plaisir. enfin, j'ai un truc à Vas-y. dire, Elio. Je vais rajouter C'est que Dis-le solennellement, s'il te plaît. j'allais prendre la voix de De Gaulle, mais je me suis rappelé que je savais pas imiter De Gaulle, donc c'est mort. Pour moi, c'est une perf. Là, je vais me noyer dans mon optimisme, hein, mais c'est une perf de potentiel champion national. Parce que pour moi, Florida State regroupe toutes les qualités que l'on a besoin de voir chez un champion national. Alors, ce que je veux dire, c'est pas piquer des hannetons, hein, c'est du évident, mais c'est une équipe ultra physique. C'est peut-être l'équipe la plus physique du college football. Je vois pas aujourd'hui, hormis Georgia, qui est plus physique que cette équipe de Florida State. On l'a vu sur les plaquages, notamment ça leur a joué des tours parfois avec les flags sur les late hits. Et encore, on n'a pas parlé Oui, c'est ça. d'arbitrage, mais je trouve que l'arbitrage a été assez difficile avec Florida State et c'est moins qu'on puisse dire. Des deux côtés. Dans les deux sens, frère. Et même dans les 135 sens, dans le sens où ce week-end, je suis étonné que Rob n'en ait pas parlé d'ailleurs, mais l'arbitrage, c'était une purge sur absolument tous les matchs que j'ai vus. T'as spoilé. Bah désolé, je suis désolé, mais vraiment, et là pour le coup, pour moi c'était une purge, mais à chaque fois, je pouvais même pas dire qui était avantagé en fait. C'était une purge des deux côtés des arbitres, les arbitrages. Il n'y avait pas de chouchou, de mec favorisé ou quoi. Il y a un play sur deux où j'ai regardé du college football cette semaine, j'ai pété mon crâne sur un holding. Faut arrêter d'y penser. Un play sur deux. Bref. Bon, messieurs. Ouais. Non, mais j'ai pas terminé. Attends, j'ai pas terminé. Florida State champion grâce à un match. Non, mais bref, non, mais parce qu'en fait, vous n'avez pas Florida State. C'est tout. Physicalité, les plaquages, les culs. Avec ce qu'ils ont montré, il y a raison. Non, mais les gars, la physicalité avec les plaquages, c'est des chiens de la casse, notamment les running backs. Ils ont foutu plusieurs culs à des DB de LSU, qui est une équipe très physique. Notamment aussi là, le spinebuster de Tatum Betum sur Jaden Daniels. La D-line qui a été exceptionnelle avec 4 sacs, qui a affiché une pression constante. Et la O-line de LSU, hein, c'est pas n'importe quoi. Will Campbell, vous en direz un mot. Il y a eu 2 goal line stands. Ça, c'est énorme. Ils ont quand même réussi à ne pas prendre de touchdown sur 6
6 downs sur leur ligne des 2 yards. Ça, c'est énorme. Bon, après, évidemment, Jordan Travis. Tu as ce duo de receveurs plus James Bell que j'ai trouvé excellent. Le running back Trey Benson qui a aussi été excellent, qui à la fin martelait. Et tu as ce coaching. Et voilà, je terminerai avec ça. Il faut mettre en avant le boulot qu'a fait Mike Norvell. C'est exceptionnel, je trouve, parce qu'il aurait pu être viré plus tôt. Et c'est pour ça aussi qu'il faut féliciter le département athlétique de Florida State qui lui a laissé du temps. Il a créé une culture. Il a rendu encore son équipe meilleure avec le portail des transferts cet été. Et là, maintenant, Florida State est en position, je ne dis pas qu'ils vont faire, est en position d'aller peut-être se qualifier en playoff, voire mieux. Et ça, il faut dire bravo. Cette semaine numéro 1 de college football, évidemment, nous a offert des upsets, comme chaque semaine, justement. Et on sait qu'en semaine numéro 1, on a souvent des gros programmes qui affrontent des petits. Et bah, ça donne place à des petits problèmes. Et notamment Texas Tech, les Red Raiders qui font partie des favoris pour remporter la Big 12 cette année, se déplaçaient du côté de Wyoming. Et ça s'est mal terminé pour Texas Tech avec cette victoire 35-33 de Wyoming en 2 prolongations. Messieurs, un petit mot sur ce match? Texas Tech était favori de 14,5 points, donc c'est un gros upset. Ils sont coutumiers du fait, les Cowboys. À Laramie, ils avaient déjà, la ville où se trouve le campus de la fac, ils avaient déjà battu Mizzou en 2019 pour un opener. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que Wyoming était mené au premier quart-temps 17-0 par Texas Tech et que dans la prolongation, en deuxième prolongation, vous savez, il faut mettre un touchdown et après une conversion à 2 points. Le touchdown inscrit a été sur une 4e et 7 et le quarterback qui est un transfert de Utah State, le quarterback de Wyoming, a réussi à se défaire d'un safety blitz, Robin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois que c'est ça, c'était un safety blitz. Ouais. Et ce qui a offert la possibilité de convertir après à 2 points. Belle victoire de Wyoming qui se déplacera dans 2 semaines à Texas. Et Texas Tech reçoit Oregon en week 2. On va voir comment les Red Raiders vont se remettre avec une très très grosse opposition. Je ne sais pas si c'est bienvenu pour Oregon, parce que je pense qu'Oregon gagnera, c'est pas la question. C'est juste que ce match, ça peut, tout comme en fait ça peut les descendre, ça peut aussi leur donner une source de motivation supplémentaire, un regain d'âme de motivation. Et voilà, faudra regarder cette rencontre quoi qu'il arrive. Ouais, moi j'ai un peu peur justement de ça pour le retour justement de Texas Tech qui fait cette erreur de parcours contre Wyoming et qui au final Wyoming a fait un très beau match. C'est pas Texas Tech qui le perd, mais qui repartent avec d'autres intentions. Et également, ça en prend un coup pour le calendrier hors conférence de Oregon, qui du coup est un peu moins sexy entre guillemets avec une défaite avec Texas Tech qui perd sur un upset. Baylor s'est imposé. Non, Baylor, excusez-moi. Au contraire, Baylor, c'est un peu sur la pente descendante, comme à l'image de la saison dernière, avec Dave Aranda qui a subi une nouvelle défaite, cette fois-ci du côté des voisins de Texas State. Donc, pas un très gros programme. 42-31 pour Texas State. Inquiétant pour Baylor. Inquiétant pour Baylor, surtout que les Bears reçoivent Utah la semaine prochaine. Non, je voulais attirer l'attention sur Texas State, un programme qui s'est construit en fait à la manière de Colorado avec plus de 50 arrivées en provenance du portail des transferts et un nouveau coach aussi, un certain Ginny Kinney qui était le head coach d'Incarnate Word en FCS et qui a sorti une saison offensive exceptionnelle avec le quarterback Lindsey Scott. Et là, il réapplique sa méthode. Surtout qu'il allait chercher sur le portail des transferts également le quarterback TJ Finley qui était à Auburn et LSU et qui nous sort une très très belle fiche à 22 sur 30 à la passe, 298 yards et 4 touchdowns au total. C'est la plus belle victoire de l'histoire de Texas State. Je suis allé un peu regarder. C'est la première victoire face à une équipe du Power 5 depuis que Texas State a rejoint la première division universitaire FBS en 2012. Donc voilà, c'est le plus gros upset de cette week 1 de college football. Baylor était favori de 27,5 points.
Northern Illinois qui se déplaçait du côté de Boston College avec une victoire pour les Huskies 27-24 en prolongation. Alors, je passe le bonjour à Julie qui nous écoute sûrement et qui va aller voir un match de Boston College là dans 2 semaines, je crois, enfin en tout cas en septembre. Je lui souhaite que ce ne soit pas du même acabit, mais bon, c'est vrai que les Eagles, on en a parlé là, ça fait 2 ans que je fais leur pré-saison, sincèrement, ça me déprime. Voilà, il n'y a rien à rajouter, Gus. Surtout qu'ils ont payé j'ai écrit 1 milliard sur ma feuille. Non, j'ai un petit peu exagéré, j'ai rajouté des zéros. Ils ont payé 1 million d'euros pour que Northern Illinois vienne à jouer à Boston College. Et les gars, devinette, et là vous allez prendre un coup de vieux, devinez qui est le quarterback titulaire de Northern Illinois. Ah, j'avais vu, zut, j'ai zappé, mais j'avais vu, ouais. Pas une idée, Robin? C'était un mec qui jouait à Michigan State il y a quelques années. Ah oui, zut. Oh. Peyton Thorne, mais non, il est toujours là-bas. Non, Thorne, il est il est à à Auburn, Auburn. Peyton Thorne. Et bah, Ouais. c'est Rocky Lombardi. Mais non. Oui, c'est ça, Quel- exact. Et Rocky Mais on tient Lombardi, 4 étoiles, non, Lombardi, en plus. ouais, certainement. Et son premier match, c'était en 2018. Ouais, non, exact. Voilà, Et, en 2018 et en et en, 2023, ça joue et toujours ancien haut 3 étoiles, excusez-moi. Mm. Fresno State, justement, tu parlais de Boston College qui a payé NIU pour jouer. Mais c'est pareil, Fresno State se déplaçait du côté de Purdue. Et l'équipe de Big Ten, la nouvelle équipe de Ryan Walters, l'ancien défensif coordinateur d'Illinois, s'est inclinée 39-35. Première victoire à l'extérieur d'une équipe de Mountain West sur les terres de la Big Ten depuis 2008. Là aussi, c'est un quarterback que vous connaissez, Mike Keane, qui remplace Jake Henner et qui est arrivé en provenance de UCF avec 366 yards et 4 touchdowns. Jeffrey Mba a joué, c'est indiqué sur le site internet de Purdue, mais il n'a pas enregistré de statistiques. C'est un gros upset, hein, et pour être honnête avec vous, je m'y attendais pas trop. Je sais que voilà, Fresno State, c'est une équipe bien coachée avec Jeff Tedford, mais faire ça dès le premier match, non, je m'y attendais pas. Et Mikey Keane, ouais, qui était parti de UCF, je me rappelle, qui était doublure de John Rhys Plumlee l'année dernière, mais qui avait montré enfin, il avait joué quelques matchs, il avait montré des belles choses, j'aimais bien. Nebraska, alors là, c'est plus, excusez-moi, ce ne sont plus les upsets, mais on a quand même ce match de Big Ten qui a été assez intéressant dans la nuit de jeudi à vendredi. Nebraska qui se déplaçait du côté de Minnesota, donc 100% vrai Big Ten parce que les Golden Gophers se sont imposés 13-10 à la maison. Alors évidemment, Nebraska, ça rappelle des mauvais souvenirs parce que c'est une nouvelle défaite de moins de 7 points. Ils sont en 2-14 depuis 2021. C'est la période de la reconstruction. Il y a Matt Rhule qui vient d'arriver en tant que nouvel head coach. Il y a eu des nouveaux joueurs, etc. Jeff Sims en quarterback, c'était pas terrible ce qu'il a montré Jeff Sims, mais c'est pareil, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe, l'ancien quarterback de Georgia Tech. En face, Minnesota, très solide. Pareil, Kaliakmanis, le quarterback qui a remplacé Tanner Morgan, l'historique divin chauve du Minnesota, qui est parti en NFL. s'est vu remplacé par Atan Kaliakmanis. Ça n'a pas été excellent. On l'avait déjà vu jouer l'année dernière. Ce quarterback, c'était pas top non plus. Mais en fait, c'est même pas là je donne alors, je parle des QB, alors qu'en réalité, c'était un top match. C'était un top match défensif. Ça a très, très, très bien joué en fait au niveau des défenses. C'était pas forcément des mauvaises attaques. Et voilà, donc si vous aimez la défense, etc., je vous invite à revisionner ce match. C'était vraiment très sympa, très intéressant. Et comme quoi, il y a pas de score pour apprécier. Ouais. On va regarder les 5 dernières minutes. Parce que Robin, je sais pas si. Je crois si on en parlait ensemble, Rob. C'est la réception là, du receveur de Minnesota. Là, incroyable. Elle est déjà elle est incroyable en termes de body control, hein, de le fait d'arriver à contrôler son corps pour ne pas toucher le deuxième pied qui est déjà en touche. Allez voir qui est déjà sorti. Allez voir la réception, hein, sur le compte TTP sur Twitter. On l'a mise et vous pouvez la retrouver un peu partout sur Twitter, évidemment. C'est très 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 impressionnant. Un très beau catch, très beau contrôle. La passe du QB, elle est vraiment horrible, hein. Donc franchement là, il a carry fort le QB et c'est une superbe réception et surtout ça permet de
de mettre Minnesota dans le match, hein, puisque c'est grâce à ça qu'ils reviennent au score et ensuite avec leur field goal de la gagne. Exact. Dans un stade en feu. Hein. C'était vraiment des belles images du côté de Minneapolis. Un duel Big Ten, Big 12, Penn State qui se déplaçait du côté de West Virginia. Donc c'est un peu une rivalité. Ce sont deux États limitrophes. Ça faisait 31 ans que les équipes s'étaient pas affrontées. Donc grosse ambiance quand même du côté de Morgantown. On s'attendait à une victoire de Penn State. Ça a été le cas. West Virginia qui a posé un petit peu de problème aux Nittany Lions en début de match, puis c'est soldé par un 38-15. Avec 3 touchdowns du quarterback Drew Allard, hein, qui est sophomore cette année. Enfin, peut-être Richard Freshman, je ne sais plus, mais en tout cas, qui est titulaire à partir de cette année, après avoir vu un petit peu le terrain derrière Sean Clifford l'année dernière. Ancien joueur 5 étoiles, excellente recrue. Il a bien été aidé aussi par son duo de running back Kate Allen et Nick Singleton, qui a été auteur d'un touchdown. Voilà. Juste pour la petite anecdote, West Virginia, j'ai un pote qui connaît bien la fac, il m'a dit qu'en gros, là, il y avait quand même beaucoup de soucis d'argent et que le programme de football passerait peut-être un petit peu derrière, donc ça risque pas de s'arranger vraiment pour l'équipe de Morgantown. Et voilà, je devrais aller voir un match. D'ailleurs, il y a de grandes chances que j'aille les voir jouer face à Oklahoma State à Morgantown cette année. Donc, je vous dirai l'ambiance sur place, à quoi ça ressemble. Ohio State qui se déplaçait du côté d'Indiana, là 100% Big Ten. Bon, grosse victoire grosse victoire, oui et non, parce qu'en fait, on s'attendait à ce qu'Ohio State terrasse littéralement les Outsiders. Finalement, c'est une victoire plutôt légère. Enfin, c'est un blowout sans en être un, 23-3. Ça a été très difficile du côté d'Indiana, hein, au poste de quarterback. On ne sait toujours pas qui sera le titulaire entre Taven Jackson, l'ancien O4 étoile qui était du côté de Tennessee, et Brendan Sorsby. Ils se sont partagés les snaps, ça n'a pas fonctionné de part et d'autre. En face, on n'a pas un match démentiel de Kyle McCord. Hein. Ça a surtout été compliqué pour Kyle McCord, quoi. C'est ça, hein, oui. Alors, Mike Cord qui avait gagné le poste de quarterback titulaire devant Devin Brown, c'est deux très gros prospects de l'époque. Et ouais, t'as raison, Gus, ça c'est pas passé vraiment comme prévu en fait. Après, on pouvait s'y attendre. Hein. Faut toujours un petit temps d'adaptation, quoique on a perdu cette habitude-là parce que les premiers matchs de CJ Stroud et Justin Fields aujourd'hui aux Bears étaient excellents. C'est une sensation. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas ressenti à Ohio State que le premier match du quarterback soit bof. Il va falloir vite se remettre en selle parce que le 23 septembre, hein, la week 4 de college football sera exceptionnelle. Il se déplace à Notre-Dame et si Ohio State veut aller gagner là-bas, il faudra avoir un quarterback digne de l'institution. Ouais, d'ailleurs, je suis un peu étonné. Hein, le pass rush d'Ohio State qui n'a pas été forcément ultra efficace. Seulement 2 touchdowns, c'est à la course. C'est Mian Williams, mais pareil, tu vois, il a pas engrangé énormément de yards. Et puis à la passe, alors Marvin Harrison, il y a eu un petit souci de blessure à un moment et il est revenu, mais il a seulement réceptionné 2 ballons, seulement 3 pour Emeka Egbuka. C'est pas des longs ballons à chaque fois, c'est vraiment Julian Fleming qui s'est le plus imposé, mais voilà, il y a Ohio State qui score que 2 touchdowns face à Indiana, c'est quand même assez improbable. Messieurs, on va terminer cet épisode là-dessus. Nos MVP de la semaine. Et je vais démarrer avec toi, Robin. Alors moi, le premier MVP que je vais mettre, ça va être Travis Hunter, dans le sens littéral du terme, avec valuable player. Hein. Parce que je pense que le fait de faire, on en a parlé un tout petit peu en début d'épisode, c'est 125 snaps ou 129 129. 129 snaps, attaque-défense. C'est injouable. Il fait des belles statistiques. Hein. Enfin, il fait une très belle interception. Une très belle interception en défense que vous avez certainement tous vus. Il fait également de très bons tracés, des belles réceptions. Je crois qu'il y a plus que 100 yards à la réception sur le match. Donc certes, c'est face à TCU, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai du mal avec Colorado cette année. Toute la hype qu'il y a autour et également la hype qu'il y a autour de Shedeur Sanders et Travis Hunter. Mais pour le coup, c'était incroyable à voir. J'avais jamais vu ça de ma vie.
à part un peu avec Jabril Peppers, mais c'était pas au même degré. Donc là, c'est pour ça que je le mets dans le MVP de la semaine. Très très beau. Très très beau match contre TCU de sa part. Et surtout, incroyable d'avoir autant de cardio pour arriver à faire à 100% 120 reps, 129 reps. C'est fou. Et le deuxième MVP que je vais mettre, c'est les arbitres, un peu plus dans le sarcasme. Mais effectivement, comme moi, ça m'a forcément gêné en tant qu'ancien arbitre, de voir que l'arbitrage gâchait un peu ces matchs. Quand tu regardes en tant que fan tout court, tu vois pas forcément l'arbitrage qui est catastrophique ou qui est toujours dans les deux sens. Hein. C'est pas Florida State a été lésé par l'arbitrage. Pour Florida State, c'est dans un sens. Enfin, je suis désolé, mais. Non, arrête. T'as vu le nombre de holdings qu'il y avait pour LSU? Regarde les réactions. C'était pareil du côté de Florida State. Florida State, oui, dès que ça faisait un plaquage, ça balançait le truc. Non, attends. Il y a quand même deux. Enfin, dans les deux sens, ça a été horrible ce match. Moi, je suis pas d'accord avec toi du tout sur le fait que c'était que Florida State qui était pénalisé. Mais dans tous les cas, en fait, sur les matchs que j'ai regardés, il y avait des dingueries d'arbitrage. Donc, j'espère qu'ils s'amélioreront par la suite. Plus des 1 ou 2 MVP? Moi, logiquement, mon MVP, c'est Jordan Travis parce qu'il a remporté le match le plus important de la Week 1, celui qui conditionne la saison de son équipe en lançant 342 yards, 4 touchdowns pour une interception, plus un touchdown à la course. C'est lui qui a réinsufflé un élan positif, on va dire, à Florida State quand les Seminoles en avaient besoin, à un moment où LSU pouvait passer à 24-14. Ça aurait été beaucoup plus compliqué après s'ils avaient pris ce touchdown ou s'ils n'avaient pas réussi à sortir cette bombe pour Keon Coleman. Donc, c'est mon MVP. Et toi, Elio, quel est ton MVP cette semaine? Tu pars dans quelle conférence? Je pars dans la Pac-12. Voilà, la Pac-12. Que de bons quarterbacks, moi je le dis. Alors, je suis déçu de ne pas avoir mis de MVP défensif, mais je n'ai pas trouvé de gros défenseurs qui m'a ébloui sur des gros matchs. Je vais prendre Michael Penix en MVP, du coup. 450 yards, 5 touchdowns. Il a fait le taf face à une équipe qui reste quand même assez réputée, Boise State, qu'on le veuille ou non. Pareil, c'est un des quarterbacks qui arrive avec un statut de potentiel Iceman, etc., qui est très attendu. Et dès son premier match, il fait le boulot, il le fait très très bien. Donc voilà, je voulais féliciter Michael Penix pour ça. Et pour être un petit peu plus hipster, j'ai pris un deuxième QB en MVP numéro 2. C'est Cameron Ward qui a joué pour Washington State face à Colorado State. Pareil, Washington State, vous savez que c'est jamais trop évident, etc., de faire monter ce programme. Mais ça joue bien depuis la saison dernière et Cameron Ward est en tête de tout ça. Colorado State, c'est pas une mauvaise équipe. 451 yards à la passe, 3 touchdowns plus un touchdown à la course. Très très beau match de Ward et on espère que ça va continuer ainsi. Messieurs, sur ce, c'est la fin de cet épisode Week 1. Comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux. On a tout, Twitter, Instagram, Facebook. On est bien évidemment beaucoup plus actifs sur Twitter. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions. On se retrouve également pour le live Twitch, le 1-2-6 samedi entre 17 et 18h, le live hebdomadaire pour entamer la semaine 2 de College Football. Robin, Gus, Guigui, merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous, ciao. Et salut tout le monde. Salut, ciao.